Une femme de 92 ans a laissé son appartement à un sans-abri et lorsqu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de pleurer. Au cœur de Madrid, là où l'agitation de la grande ville se mêle à la nostalgie des quartiers séculaires, vivait Sophie Mendoza, une femme de 92 ans dont la vie était sur le point de prendre un tournant inattendu. Son petit appartement de la rue Fuencarral, témoin de décennies d'amour, de rires et de larmes, était devenu son refuge depuis la mort de son mari bien-aimé, Antoine, il y a 5 ans. Sophie, avec ses cheveux argentés attachés en un chignon impeccable et ses yeux bleus qui brillent encore de l'intensité de sa jeunesse, s'accroche à son indépendance avec la ténacité qui l'a caractérisée toute sa vie. Chaque matin, elle se levait à l'aube, préparait son café au lait et s'asseyait à la fenêtre pour regarder le quartier s'éveiller. Elle voit les jeunes se précipiter vers le métro, les mères emmener leurs enfants à l'école et les commerçants lever les volets de leurs boutiques. C'était leur rituel, leur lien avec le monde extérieur. Cependant, la solitude a commencé à peser sur ses épaules comme un fardeau invisible. Ses enfants, Carmen et Michel, lui rendaient régulièrement visite, mais leur vie trépidante et leur propre famille les empêchaient d'être avec elle autant qu'ils le voudraient. Sophie le comprenait, mais cela ne rendait pas les après-midi moins longs, ni les soirées moins calmes. C'est au cours d'un de ces après-midi solitaires que Sophie a rencontré Pierre. Elle revenait de faire ses courses, peinant à porter les sacs malgré sa canne, lorsqu'un homme d'âge mûr s'approcha pour l'aider. « Permettez-moi, madame », dit Pierre avec un doux sourire, en prenant les sacs des mains tremblantes de Sophie. Sophie le regarde avec un mélange de gratitude et de méfiance. Pierre, avec sa barbe en bataille et ses vêtements délabrés, ne correspondait pas à l'image du voisin typique du quartier. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux bruns, une chaleur et une honnêteté, qui incitèrent Sophie à baisser sa garde. « Merci beaucoup, jeune homme », répond Sophie, qui laisse Pierre la raccompagner jusqu'à la porte de son immeuble. Cette rencontre fortuite a marqué le début d'une amitié improbable mais profonde. Pierre, un homme de 52 ans vivant dans les rues de Madrid, a commencé à rendre régulièrement visite à Sophie. Au début, il ne s'agissait que de brèves rencontres à la porte de l'immeuble, mais au fil du temps, Sophie a commencé à l'inviter à prendre un café chez elle. À la surprise de Sophie, Pierre se révèle être un interlocuteur passionnant. Il avait vécu 1000 vies en une. Il avait été marin, cuisinier dans un restaurant chic et avait même travaillé comme assistant dans une galerie d'art avant qu'une série d'échecs ne le laisse sans abri. Ces histoires transportaient Sophie vers des contrées lointaines et des aventures passionnantes, remplissant sa vie de couleurs et d'émotions. En retour, Sophie partageait avec Pierre les histoires de sa jeunesse. Comment elle avait rencontré Antoine pendant l'après-guerre, ses années de travail comme enseignante dans une petite ville de Castille, et comment ils avaient économisé centime par centime pour acheter l'appartement dans lequel elle vivait aujourd'hui. Pierre écoute attentivement, fasciné par la force et la détermination de cette femme qui a survécu à des moments difficiles sans perdre sa douceur. Pendant ce temps, Carmen et Michel observaient cette nouvelle amitié avec un mélange d'inquiétude et de scepticisme. Ils ne comprenaient pas comment leur mère, toujours si prudente, avait pu ouvrir les portes de sa maison à un étranger, et encore moins à quelqu'un dans la situation de Pierre. « Maman, es-tu sûre que c'est une bonne idée de laisser entrer cet homme dans la maison ?» a demandé Carmen lors d'une de ses visites. « Nous ne savons rien de lui, il pourrait être dangereux. » Sophie regarde sa fille avec un mélange de tendresse et de fermeté. « Carmen, chérie, j'ai vécu assez longtemps pour reconnaître une bonne personne quand j'en vois une. Pierre n'a peut-être pas grand-chose sur le plan matériel, mais il a un cœur d'or. » Michel, plus pragmatique que sa sœur, décide de mener sa propre enquête. Il engage un détective privé pour enquêter sur le passé de Pierre. À sa grande surprise, le rapport confirme une grande partie des dires de Pierre. Son passé de marin, son travail à la galerie d'art, il a même retrouvé d'anciens collègues de travail qui parlèrent de lui en bien. Mais cela ne suffit pas à dissiper ses soupçons. Au fil des mois, la santé de Sophie se dégrade. Les escaliers deviennent de plus en plus difficiles à monter et tenir la maison devient une tâche épuisante. Carmen et Michel, inquiets, commencent à évoquer la possibilité de placer leur mère dans une maison de retraite. « Ce serait la meilleure chose à faire pour toi, maman », insiste Carmen. « Tu bénéficierais de soins médicaux 24 heures sur 24 et tu serais entourée de personnes de ton âge. » Sophie résiste à l'idée. L'appartement n'était pas seulement sa maison,
c'était aussi le dépositaire de ses souvenirs, l'endroit où elle avait élevé ses enfants et où elle avait passé ses dernières années avec Antoine. Chaque recoin racontait une histoire, chaque meuble témoignait d'une vie bien remplie. C'est Pierre qui, étonnamment, l'a aidé à réfléchir à cette idée. « Sophie, lui dit-il un jour autour d'un café, tu mérites de te reposer. Tu as travaillé toute ta vie, tu as pris soin de ta famille. Maintenant, il est temps de prendre soin de vous. » Les paroles de Pierre ont touché une corde sensible chez Sophie. Il avait peut-être raison. Il était peut-être temps qu'elle se laisse soigner. Cependant, l'idée de quitter sa maison lui brise le cœur. C'est alors qu'une idée commence à germer dans son esprit, une idée qui changera le cours de leur vie pour toujours. Un après-midi, alors que Pierre l'aidait à arroser les plantes du balcon, Sophie prit une décision. « Pierre, dit-elle d'une voix douce mais ferme, je veux que tu saches que tu es comme le fils que je n'ai jamais eu. Tu as apporté de la lumière dans mes journées quand j'en avais le plus besoin. » Pierre, ému, ne sait que répondre. Sophie poursuit. « J'ai réfléchi, quand je ne serai plus là, je veux que cet appartement soit le tien. » Les mots de Sophie tombent comme une bombe dans le calme de l'après-midi madrilène. Pierre, abasourdi, tente de protester, mais Sophie l'interrompt d'un geste de sa main ridée. « Ne dis rien maintenant. Promettez-moi simplement d'y réfléchir. Cet endroit mérite d'être un foyer, pas seulement un bien à vendre, et tu mérites un nouveau départ. » Alors que le soleil se couche sur Madrid, teintant le ciel d'orange et de rose, Sophie et Pierre se tiennent en silence, contemplant l'horizon. Aucun d'entre eux ne pouvait imaginer les conséquences de cette décision, ni les défis qu'ils allèrent devoir relever dans les mois à venir. Le destin du petit appartement de la rue Fuencarral allait devenir le centre d'une tempête familiale qui ébranlerait les fondations de leur vie. La nouvelle de la décision de Sophie de déménager dans une maison de retraite a frappé la famille Mendoza comme un éclair. Carmen et Michel, bien que soulagés par la décision de leur mère, ne peuvent s'empêcher de ressentir un sentiment de culpabilité. Ont-ils fait ce qu'il fallait? N'y avait-il pas d'autre solution? Le processus de sélection d'une résidence est devenu une odyssée familiale. Ils ont visité des dizaines d'établissements, comparant les installations, les services et le personnel. Sophie regardait tout avec un mélange de résignation et de curiosité, comme si elle choisissait un hôtel pour des vacances forcées. Finalement, ils ont trouvé un endroit qui semblait parfait. La Residencia Jardines del Retiro, un élégant bâtiment donnant sur le célèbre parc de Madrid. Les chambres sont spacieuses, le personnel semble sympathique et attentif, et les activités proposées aux résidents sont très variées. « Qu'en penses-tu, maman » demanda Michel, plein d'espoir. Sophie regarda par la fenêtre de ce qui serait sa nouvelle chambre. Elle pouvait voir la cime des arbres du Retiro se balancer doucement sous l'effet de la brise. « Je suppose que je pourrais m'y habituer » répondit-elle avec un sourire doux amer. Pendant que Carmen et Michel s'occupaient des formalités administratives, Sophie s'attelait à la douloureuse tâche de décider ce qu'elle emporterait avec elle dans sa nouvelle vie et ce qu'elle laisserait derrière elle. Chaque objet de son appartement avait une histoire, un souvenir. La vieille horloge murale qu'Antoine lui avait offerte lors de leur premier anniversaire de mariage, les photos de ses enfants en train de grandir, les livres qu'elle avait collectionnés au fil des ans. Comment choisir parmi tant de trésors? Pierre lui propose de l'aider à déménager. Ensemble, ils passent des journées entières à fouiller les armoires, les cartons et les tiroirs. Pour Pierre, chaque objet que Sophie lui montrait était une fenêtre sur son passé, une pièce de plus du puzzle qu'était la vie de cette femme extraordinaire. C'est au cours d'une de ces journées d'organisation que Sophie prend une décision qui va changer le cours des événements. Alors que Pierre l'aide à vider une vieille botte, Sophie s'arrête soudain, comme si elle se souvenait de quelque chose d'important. « Pierre, j'ai besoin que tu me rendes un service », dit-elle d'une voix basse, presque conspiratrice. Dans la chambre, derrière l'armoire, il y a un coffre-fort. La combinaison est la date de mon mariage avec Antoine. À l'intérieur, il y a quelque chose que je veux que tu gardes pour moi. Intrigué, Pierre suit les instructions de Sophie. Derrière la lourde armoire en chêne, il trouve effectivement un petit coffre-fort encastré dans le mur. Les mains tremblantes, il composa la combinaison que Sophie lui avait donnée. La porte s'ouvre avec un léger déclic. Ce que Peter trouva à l'intérieur lui coupa le souffle. Des liasses de billets de banque, soigneusement emballés dans du papier de soie. Une fortune en liquide, cachée depuis on ne sait combien de temps. « Sophie, » commence Pierre ne sachant que dire, « c'est l'épargne de toute une vie », explique Sophie calmement. « Antoine et moi, nous sommes toujours méfiés des banques.
Nous avons vécu des moments difficiles, tu sais. Nous avons économisé toutes les pesetas que nous pouvions, puis tous les euros. Nous ne l'avons jamais utilisé. C'était notre filet de sécurité. Pierre fixe l'argent, incapable de comprendre ce qu'il voit. « Mais pourquoi me le montrer ?» demande-t-il enfin. Sophie prend les mains de Pierre dans les siennes. « Parce que j'ai confiance en toi, Pierre. Je veux que tu le gardes. Ne le dis à personne, pas même à mes enfants. Un jour, tu en auras besoin. Et ce jour-là, tu l'utiliseras à bon escient. » La tête de Pierre tournait. Comment Sophie pouvait-elle lui confier une chose pareille? Et que se passerait-il si ses enfants l'apprenaient? Pourtant, le regard de Sophie était ferme et résolu. Il n'y avait aucun doute dans ses yeux. « Je te le promets, Sophie, » dit finalement Peter. « Je le garderai et l'utiliserai comme tu le souhaites. » Cette nuit-là, pendant que Sophie dormait, Pierre cacha l'argent en lieu sûr, jurant de le garder secret. Et il était loin de se douter que cette promesse le mettrait au centre d'un conflit familial éclaté. Les jours qui suivent sont un tourbillon d'activités. Carmen et Michel se relaient pour aider leur mère dans les derniers préparatifs. Sophie, quant à elle, semble avoir accepté son destin avec une sérénité qui surprend tout le monde. Le jour du déménagement, un petit camion de déménagement devant l'immeuble pour emmener les affaires de Sophie dans sa nouvelle résidence. Carmen et Michel veillent à ce que tout soit chargé correctement, tandis que Sophie fait une dernière fois le tour de l'appartement, disant silencieusement au revoir à chaque coin de rue. Pierre arrive au moment où Sophie s'apprête à partir. Il apporte un petit bouquet de fleurs sauvages qu'il a cueillies dans le parc pour égayer ta nouvelle chambre, dit-il en le tendant à Sophie avec un sourire timide. Sophie prend les fleurs, profondément émue. C'est à ce moment-là qu'elle décide de faire part à Pierre de sa dernière volonté. « Pierre, dit-elle à voix basse, en s'assurant que ses enfants ne l'entendent pas, je veux que tu saches que cet appartement est le tien. J'ai pris ma décision. Tu mérites un foyer, et je ne vois personne de mieux pour s'occuper de cet endroit. » Peter sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Sophie, je ne peux pas accepter une telle chose. C'est trop. »« Ce n'est pas une offre, c'est une décision, » répondit Sophie avec fermeté. « Promets-moi que tu te battras pour elle, quoi qu'il arrive. » Avant que Pierre ne puisse répondre, Carmen vint annoncer que tout était prêt. Il était temps de partir. Sophie regarda Pierre une dernière fois, ses yeux exprimant tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Puis, d'un pas ferme malgré sa canne, elle quitta l'appartement qui avait été sa maison pendant des décennies. Alors que la voiture s'éloignait, emmenant Sophie vers sa nouvelle vie, Peter se tenait sur le trottoir, tenant la clé de l'appartement que Sophie lui avait discrètement glissée dans la main. Il était loin de se douter que cette clé serait le point de départ d'une bataille qui mettrait à l'épreuve sa loyauté, son intégrité et sa détermination. À la résidence Jardine del Retiro, Sophie s'adapte lentement à sa nouvelle routine. Les premières nuits ont été difficiles, le silence de sa chambre étant très différent du bruit familier de la circulation sur la cale Fuencarral. Peu à peu, cependant, elle a commencé à trouver du réconfort dans les petites choses. L'arôme du café fraîchement préparé le matin, les discussions avec les autres résidents pendant les séances de bingo et les visites quotidiennes dans le jardin où elle pouvait sentir le soleil sur son visage. Carmen et Michel lui rendaient fréquemment visite, lui apportant des nouvelles du monde extérieur et s'assurant qu'elle se sentait bien. Sophie appréciait leurs efforts, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il lui manquait quelque chose. Ses conversations avec Pierre, ses rires francs et sa façon unique de voir le monde lui manquaient. Pendant ce temps, dans l'appartement de la rue Fuencarral, une tempête se prépare. Carmen et Michel, déterminés à mettre de l'ordre dans les affaires de leur mère, ont commencé à répertorier les biens restants dans l'appartement avec l'intention de le vendre. Pour eux, c'était une décision logique. L'appartement vide n'engendrerait que des dépenses, et l'argent de la vente pourrait être utilisé pour assurer à leur mère les meilleurs soins possibles dans la maison de repos. C'est au cours d'une de ces visites à l'appartement qu'ils ont rencontré Pierre. L'homme est assis sur le canapé du salon, comme si l'endroit lui appartenait. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demande Michel, surpris et agacé. « Comment es-tu entré ?» Pierre montre calmement la clé que Sophie lui a donnée. « Sophie m'a demandé de m'occuper de l'appartement, » explique-t-il. « Elle m'a donné une clé et m'a dit que je pouvais rester ici. » Carmen et Michel échangèrent un regard incrédule. Sa mère avait-elle donné la clé de sa maison à cet homme et lui avait-elle dit qu'il pouvait rester? C'est inconcevable. « Écoute Pierre, dit Carmen en essayant de rester calme,
Nous apprécions que tu aies été l'ami de notre mère, mais elle est maintenant en résidence. Nous allons vendre cet appartement. Tu vas devoir partir. » Pierre se lève, l'expression mêlée de détermination et de tristesse. « Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça. Sophie m'a demandé de rester ici. Elle m'a dit que l'appartement était à moi. » Les mots de Pierre tombent comme une bombe dans la pièce. Carmen et Michel sont abasourdis, incapables d'assimiler ce qu'ils viennent d'entendre. « C'est impossible !» s'exclame Michel, la voix tremblante de rage. « Notre mère ne ferait jamais une chose pareille. Vous mentez. » Pierre reste calme malgré l'hostilité grandissante. « Je comprends que c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Sophie me l'a dit le jour où elle a emménagé dans la résidence. Elle m'a demandé de prendre soin de cet endroit, d'en faire ma maison. » Carmen, toujours la plus pragmatique des deux frères et sœurs, tente de raisonner. « Pierre, même si notre mère t'a dit cela, légalement cet appartement nous appartient. Nous sommes ses héritiers. »« Je le sais, » répondit doucement Pierre. « Mais je sais aussi ce que Sophie voulait, et je pense que nous devrions respecter ses souhaits. » La tension dans la pièce est palpable. Michel, furieux, menace d'appeler la police si Pierre ne part pas immédiatement. Carmen, tout aussi énervée, tente de garder son calme et de trouver une solution pacifique. « Nous allons le faire, » dit-elle finalement. « Nous allons parler à notre mère. Si elle confirme ce que tu dis, nous en discuterons. Mais en attendant, tu ne peux pas rester ici. » Pierre acquiesça, sachant qu'il n'avait pas le choix. Il rassembla les quelques affaires qu'il avait apportées avec lui et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se tourna vers Carmen et Michel. « Je sais que c'est difficile pour vous, dit-il, mais Sophie est devenue la famille que je n'ai jamais eue. Je veux juste honorer ses souhaits. » Sur ces mots, Pierre sortit de l'appartement, laissant Carmen et Michel dans un état de choc et de confusion. Comment pouvaient-ils faire face à leur mère? Et si cela s'avérait vrai? À la résidence, Sophie se rend compte que quelque chose ne va pas. Ses enfants semblaient tendus lors de ses visites, échangeant des regards significatifs et évitant certains sujets de conversation. C'est au cours d'un après-midi ensoleillé, alors qu'elle prenait le thé dans le jardin de la résidence, que la bombe a finalement explosé. « Maman » commença Carmen, la voix tendue. « Il faut qu'on parle de l'appartement. » Sophie lève les yeux de sa tasse de thé, l'air serein. Sophie lève les yeux de sa tasse de thé, l'air serein. « Et l'appartement, chérie ?» Michel, incapable de contenir sa frustration, s'interpose. « C'est vrai que tu as dit à Pierre qu'il pouvait rester là, que l'appartement était à lui ?» Le silence qui suit cette question semble durer une éternité. Sophie regarde ses enfants, lisant la confusion et la douleur dans leurs yeux. Elle savait que ce moment viendrait, mais cela ne le rendait pas plus facile. « Oui, » répondit-elle enfin. « C'est vrai. » La tasse de thé de Carmen trembla dans sa main, renversant quelques gouttes sur la nappe blanche. Michel se leva, incapable de rester assis. « Comment as-tu pu faire une chose pareille ?» s'exclama-t-il. « Cet appartement est notre maison familiale. Comment peux-tu le donner à un étranger ?» Sophie reste calme, malgré la tempête émotionnelle qui fait rage autour d'elle. « Pierre n'est pas un étranger, dit-elle fermement. Il a été mon ami et mon soutien au cours des 5 dernières années. Il m'a donné de la compagnie quand j'en avais le plus besoin. »« Mais nous sommes ta famille, » proteste Carmen, les larmes aux yeux. « Nous ne représentons rien pour toi. » Le cœur de Sophie se serre à la douleur de sa fille. « Bien sûr que si, ma chérie. Vous êtes tout pour moi. Mais vous avez vos propres vies, vos propres familles. » Pierre n'a personne. Michel, toujours debout, secoue la tête, incrédule. « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. As-tu la moindre idée de la valeur de cet appartement? De ce que nous pourrions faire avec cet argent ?» Sophie regarde son fils avec tristesse. « La valeur d'une maison ne se mesure pas en argent, Michel. Elle se mesure aux souvenirs qu'elle renferme, à l'amour qu'elle a suscité. Et je veux que Pierre ait la possibilité d'y créer ses propres souvenirs. » Le silence retombe sur la table. Carmen et Michel se regardent l'un l'autre, ne sachant comment interpréter ce qu'ils entendent. Leur mère, toujours si pratique et raisonnable, comment pouvait-elle prendre une telle décision? « Maman, » dit finalement Carmen, la voix brisée par l'émotion, « je t'en prie, reconsidère ta décision. Cet appartement, c'est tout ce qui nous reste de papa. Tu ne peux pas le donner comme ça, tu ne peux pas l'abandonner comme ça. » Sophie prend les mains de sa fille dans les siennes. « Chérie, les souvenirs de ton père ne sont pas dans les murs de cet appartement. Ils sont ici, » dit-elle en montrant son cœur. « Et ici, » ajoute-t-elle en touchant doucement le front de Carmen. « Rien ne pourra nous l'enlever. » Michel, toujours incapable d'accepter la situation, s'est retourné et s'est éloigné,
ayant besoin d'espace pour gérer ses émotions. Carmen se tenait à côté de sa mère, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Sophie savait que cette conversation n'était qu'un début. Elle avait ouvert une boîte de Pandore et les conséquences de sa décision commençaient à peine à se manifester. En regardant Michel faire les 100 pas avec colère dans le jardin et en sentant les mains tremblantes de Carmen entre les siennes, Sophie se demandait si elle avait fait le bon choix. Mais au fond d'elle-même, elle savait que Peter méritait cette chance, ce nouveau départ. Ce que Sophie ne pouvait pas imaginer, c'est que cette décision déclencherait une série d'événements qui mettraient à l'épreuve les liens familiaux, révélerait des secrets longtemps gardés et changerait à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. La tempête ne faisait que commencer, et personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Les jours qui ont suivi la confrontation à la résidence ont été tendus et chargés d'émotions. Carmen et Michel, encore sous le choc de la révélation de sa mère, se sont plongés dans une recherche effrénée d'options juridiques. Ils consultent des avocats, examinent de vieux documents et discutent sans fin de la marche à suivre. Peter, pour sa part, s'est retrouvé dans une position délicate. Il respectait profondément Sophie et voulait honorer ses souhaits, mais il comprenait aussi la douleur et la confusion de Carmen et Michel. Il a décidé de rester à l'écart de l'appartement pour le moment, dormant dans des abris et sur des bancs publics, comme il l'avait fait pendant des années avant de rencontrer Sophie. Pendant ce temps, au dortoir, Sophie lutte contre ses propres démons. La réaction de ses enfants l'a affectée plus qu'elle ne veut l'admettre. A-t-elle été égoïste en prenant cette décision sans les consulter? A-t-elle trahi la mémoire d'Antoine en abandonnant le foyer qu'ils avaient construit ensemble? C'est au cours d'une de ces nuits blanches de réflexion que Sophie a pris une décision. Elle avait besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait ses motivations sans la juger. Il fallait qu'elle parle à Pierre. Le lendemain matin, Sophie a demandé à l'une des infirmières de l'aider à passer un coup de fil. Lorsque Peter entendit la voix de Sophie à l'autre bout du fil, il ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. « Peter, dit Sophie, la voix fatiguée mais déterminée, il faut que tu viennes me voir. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Pierre n'a pas hésité une seconde. Plus tard dans l'après-midi, il se présente à la résidence, nerveux mais impatient de voir Sophie. Lorsqu'il entre dans sa chambre, il est surpris de voir à quel point elle a l'air fragile. La dispute avec ses enfants semblait l'avoir vieilli en quelques jours. « Sophie, dit doucement Peter en s'approchant de son fauteuil, comment allez-vous » Sophie lui sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Oh Pierre, tu es venu. Assieds-toi, je t'en prie. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Pierre prit place en face d'elle, attendant patiemment que Sophie semble rassembler ses idées. « Pierre, commença-t-elle enfin, je veux que tu saches pourquoi j'ai pris la décision de quitter l'appartement. » Elle marqua une pause, ses yeux se perdant dans de lointains souvenirs. Il y a de nombreuses années, quand Antoine et moi étions jeunes, nous avons traversé des moments très difficiles. Il fut un temps où nous n'avions rien, pas même un toit au-dessus de nos têtes. Pierre écoute attentivement, commençant à comprendre où veut en venir cette histoire. Un jour, poursuit Sophie, une vieille femme nous a vus dans la rue. Sans demander, sans juger, elle nous a offert un toit. C'était une petite pièce dans sa maison, mais pour nous, c'était un palais. Cette femme, sans le savoir, a changé le cours de notre vie. Les larmes commencent à couler dans les yeux de Sophie. Nous nous sommes promis que si nous en avions l'occasion, nous ferions la même chose pour quelqu'un d'autre. Et quand je t'ai rencontré, Peter, j'ai su que tu étais cette personne. Pierre sentit une boule dans sa gorge. La générosité de Sophia, sa capacité à voir au-delà des apparences, l'ont submergé. Mais il y a autre chose, dit Sophie, sa voix devenant presque un murmure. Quelque chose que même mes enfants ne savent pas. Pierre se pencha en avant, intrigué. L'argent que vous avez trouvé dans le coffre, poursuit Sophie, n'est pas seulement de l'épargne. C'est le résultat d'années d'investissements prudents qu'Antoine et moi avons fait. Nous nous sommes toujours méfiés des banques, c'est pourquoi nous l'avons gardé à la maison. Mais c'est bien plus que ce que mes enfants imaginent. Pierre a le souffle court. Combien d'argent y a-t-il vraiment dans cette boîte? Je veux que tu utilises cet argent, Pierre, dit Sophie avec fermeté. Pas seulement pour toi, mais pour aider les autres. Pour créer des opportunités pour ceux qui, comme toi, ont besoin d'un nouveau départ. Pierre secoue la tête, accablé par la responsabilité. Sophie, je ne peux pas accepter cela. C'est trop. Tes enfants. Mes enfants ont leur propre vie, leurs propres ressources, interrompt Sophie.
C'est quelque chose qu'Antoine et moi avons toujours voulu faire, et j'ai confiance en vous pour aller jusqu'au bout. Le silence s'abattit sur la pièce, tandis que Pierre assimilait tout ce qu'il venait d'entendre. La confiance que Sophie lui accordait était immense, presque insupportable. « Il y a encore une chose, » dit Sophie, en sortant une enveloppe de sous son oreiller. « Tout est écrit ici. Mon testament, mes souhaits, l'histoire de l'argent. Je veux que tu la gardes et que tu ne l'ouvres qu'en cas d'absolue nécessité. » Peter prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Sophie, je... » « Ne dis rien maintenant, » dit Sophie avec un sourire fatigué. « Promets-moi simplement que tu feras ce qu'il faut, que tu honoreras notre amitié et la mémoire d'Antoine. » Peter acquiesça, incapable de formuler des mots. Il prit la main de Sophie dans la sienne, un geste silencieux de promesse et de gratitude. Pendant ce temps, à l'extérieur de la résidence, Carmen et Michel arrivaient pour leur visite quotidienne. Ils ne s'attendaient pas à y trouver Pierre, et le voir quitter la chambre de sa mère raviva leur colère et leur frustration. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande Michel en haussant le ton. Pierre, encore sous le choc de sa conversation avec Sophie, tente de garder son calme. « Sophie m'a demandé de venir. Il fallait qu'on parle. » Carmen, remarquant l'enveloppe dans les mains de Pierre, sent son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que notre mère t'a donné ?» Pierre hésite, conscient que tout ce qu'il dit peut aggraver la situation. C'est quelque chose de privé entre Sophie et moi. Je suis désolé, mais je ne peux pas t'en dire plus. La tension dans le couloir était palpable. Michel fit un pas menaçant vers Pierre. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais je te préviens, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Cet appartement est le nôtre, et nous ne laisserons pas un pique-assiette comme toi le prendre à notre mère. Peter sentit la colère monter en lui, mais il lutta pour garder son calme. Je ne suis pas un pique-assiette, dit-il d'une voix ferme. Sophie est mon amie, et je veux juste respecter ses souhaits. Avant que la situation ne dégénère davantage, une infirmière s'approche, attirée par les voix qui s'élèvent. « S'il vous plaît, messieurs, il s'agit d'une résidence. Si vous ne pouvez pas rester calme, je vais devoir vous demander de partir. » Carmen, toujours diplomate, acquiesce. « Nous sommes désolés, nous allons nous calmer. » Puis, se tournant vers Pierre, elle ajoute tranquillement. « Ce n'est pas fini. Nous allons parler à notre mère et régler cela une fois pour toutes. » Pierre acquiesce, sachant que le conflit est loin d'être résolu. Jetant un dernier coup d'œil à la porte fermée de la chambre de Sophie, il s'engagea dans le couloir, le poids de l'enveloppe et de la responsabilité que Sophie lui avait confiée pesant sur ses épaules. Dans la chambre, Sophie écoutait l'écho des voix dans le couloir, le cœur déchiré entre l'amour pour ses enfants et la conviction qu'elle faisait le bon choix. Elle savait que les révélations qu'elle venait de faire à Peter allaient tout changer, et elle ne pouvait qu'espérer que, finalement, sa famille comprendrait ses raisons. Les jours qui suivent sont un tourbillon d'émotions et de confrontations. Carmen et Michel, déterminés à comprendre les actions de leur mère, la pressent de questions et de supplications. Sophie, épuisée mais ferme, s'en tient à sa décision. « Mes enfants, leur dit-elle lors d'une de ses visites, je sais que c'est difficile à comprendre. Mais Peter a besoin de cette opportunité plus que nous. Il a bon cœur et fera bon usage de l'appartement. » Michel, frustré, a répondu « Mais maman, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nos enfants? Cet appartement fait partie de notre héritage familial. » Sophie prend les mains de son fils dans les siennes. « Michel, chéri, le véritable héritage n'est pas dans les murs ou les meubles. Il est dans les valeurs que je t'ai enseignées, dans l'amour que nous partageons. Et une partie de cet héritage consiste à aider ceux qui sont dans le besoin. » Carmen, tout aussi troublée par la décision de sa mère, commençait à entrevoir la sagesse de ses actes. « Maman, dit-elle doucement, es-tu sûre que Pierre est la bonne personne pour cela? Nous le connaissons à peine. » Sophie sourit, un sourire plein de secrets et de certitude. « Je le connais mieux que tu ne le penses. Je lui fais confiance et je vous demande de faire confiance à mon jugement. » Pendant ce temps, Peter se débat avec sa propre crise morale. Le poids de la confiance de Sophia et la responsabilité de l'argent l'accablent. Il passait des nuits blanches à se demander comment il pourrait honorer les souhaits de Sophie sans détruire sa famille. C'est au cours d'une de ces nuits d'insomnie que Peter a pris une décision. Il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que la famille de Sophie se désagrégeait. Il devait faire quelque chose, trouver un moyen de combler le fossé entre le désir de Sophie et les préoccupations de ses enfants. Avec détermination,
Peter a commencé à faire des recherches. Il cherche des informations sur les programmes de logements sociaux, les fondations qui aident les sans-abri et les organisations qui s'efforcent de créer des opportunités pour les moins fortunés. Lentement, une idée commence à prendre forme dans son esprit. Un matin, le plan déjà formé, Pierre se rend à la résidence. Il devait parler à Sophie une dernière fois avant de mettre son idée à exécution. Mais à son arrivée, il est confronté à une scène inattendue. Carmen et Michel se trouvaient dans la chambre de Sophie et, d'après leurs expressions, il était évident que quelque chose de grave s'était produit. Sophie était allongée sur son lit, pâle et faible, mais avec un regard plein de détermination. « Peter », dit Sophie dès qu'elle l'aperçoit, sa voix étant à peine un murmure, « c'est bien que tu sois venu. Il est temps que tout le monde sache la vérité. » Peter sentit le monde s'arrêter autour de lui. Sophie était-elle sur le point de tout révéler? Était-il prêt à affronter les conséquences de cette révélation? Le cœur battant, Peter entra dans la pièce et referma la porte derrière lui. Ce qui allait se passer changerait leur vie à jamais, et ils ne pouvaient qu'espérer que d'une manière ou d'une autre, ils trouveraient le chemin de la compréhension et de la réconciliation. La chambre de Sophie à la résidence Jardins del Retiro, normalement un havre de paix, était devenue le théâtre d'une réunion de familles tendues. Carmen et Michel, dont les expressions vont de l'inquiétude à la confusion, sont assis d'un côté du lit de leur mère. Pierre, mal à l'aise mais déterminé, se tenait près de la porte, comme s'il était prêt à s'enfuir à tout moment. Sophie, malgré sa faiblesse physique évidente, dégageait une force intérieure qui maintenait tout le monde silencieux, dans l'expectative. Avec un profond soupir, elle commence à parler. « Mes chers enfants, Pierre, dit-elle d'une voix faible mais claire, le temps est venu pour vous de connaître toute la vérité. J'ai gardé des secrets pendant trop longtemps et je vois maintenant que le poids de ces secrets fait souffrir les personnes que j'aime le plus. » Carmen prend la main de sa mère, les yeux remplis de larmes retenues. « Maman, de quoi parles-tu? Quel secret ?» Sophie a regardé Pierre comme si elle cherchait de la force avant de continuer. « L'appartement de la rue Fuencarral, l'argent dans le coffre-fort, il y a beaucoup plus en jeu que tu ne le penses. » Michel se pencha en avant, les sourcils froncés par la concentration. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?»« Il y a de nombreuses années, commença Sophie, lorsque ton père et moi étions jeunes, nous avons traversé des moments très difficiles. Nous avons failli tout perdre. C'est alors que nous avons rencontré une femme extraordinaire, Doña Elise. Elle nous a offert un foyer, au moment où nous en avions le plus besoin, et nous a donné une leçon qui a changé notre vie pour toujours. » Pierre écoute attentivement, reconnaissant certaines parties de l'histoire que Sophie lui a racontée plus tôt. Doña Elise nous a dit que la vraie richesse n'était pas dans ce que nous possédions, mais dans ce que nous pouvions faire pour les autres. Elle nous a fait promettre que si nous en avions l'occasion, nous ferions la même chose pour quelqu'un d'autre. Carmen et Michel échangent un regard, commençant à comprendre où veut en venir l'histoire de leur mère. Au fil du temps, poursuit Sophie, votre père et moi avons travaillé dur. Nous avons acheté l'appartement, économisé chaque centime que nous pouvions, mais nous n'avons jamais oublié notre promesse. Nous avons toujours su qu'un jour, cet argent et cet appartement serviraient à quelque chose de plus grand que nous. Mais maman, interrompit Michel, la voix tendue, pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Sophie sourit tristement. Parce que nous voulions vous protéger. Nous ne voulions pas qu'ils ressentent le poids de cette promesse. Nous voulions qu'ils vivent leur vie, qu'ils élèvent leur propre famille sans se soucier de quoi que ce soit d'autre. Et puis, tu as rencontré Pierre, dit Carmen, les pièces du puzzle commençant à s'emboîter dans son esprit. Sophie acquiesce. Quand j'ai rencontré Pierre, j'ai su que c'était la bonne personne. Quelqu'un qui comprendrait la vraie valeur de ce que nous offrons, quelqu'un qui poursuivrait notre mission d'aider les autres. Peter, ému par les paroles de Sophie, s'avance. Je ne connaissais pas toute l'histoire, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Sophie, je vous promets d'honorer votre confiance. J'utiliserai l'appartement et l'argent pour aider les autres, pour créer des opportunités pour ceux qui sont dans le besoin. Michel s'est levé brusquement, son visage n'étant plus qu'un masque d'émotions contradictoires. Tu es en train de dire que pendant tout ce temps, l'appartement et tes économies étaient destinés à être donnés? Sophie acquiesce lentement. Oui, Michel, cela a toujours été le plan. Ton père et moi voulions laisser un héritage de générosité, pas seulement des biens matériels. Carmen, qui a toujours été la plus réfléchie des deux frères et sœurs,
est restée silencieuse un moment avant de prendre la parole. « Maman, je comprends tes intentions, mais pourquoi Pierre, pourquoi ne nous as-tu pas confié cette mission ?» Sophie regarde sa fille avec amour et une pointe de tristesse. « Parce que vous, mes chers enfants, vous avez déjà votre propre vie, vos propres responsabilités. » Pierre comprend ce que c'est que de ne rien avoir et d'avoir une seconde chance. Je sais qu'il fera ce qu'il faut avec ce cadeau. Le silence s'est installé dans la salle, tandis que chacun digérait les révélations de Sophie. Peter, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules, décida de faire part de ses propres projets. « J'ai beaucoup réfléchi à cette question, » dit-il, attirant l'attention de tous. « J'ai fait des recherches sur les programmes de logements sociaux et les organisations qui aident les sans-abri. Je pense que nous pourrions utiliser l'appartement comme point de départ d'un projet plus important. Un endroit où les gens pourraient recevoir non seulement un toit, mais aussi une formation et un soutien pour reconstruire leur vie. » Carmen et Michel regardent Pierre avec un mélange de surprise et, pour la première fois, un soupçon de respect. Sophie sourit, les yeux brillants de fierté. « Vous voyez, mes enfants, c'est pour cela que je fais confiance à Pierre. Il a compris le véritable esprit de ce que votre père et moi voulions réaliser. » Michel, encore sous le coup de l'émotion, se passa une main sur le visage. « C'est beaucoup à assimiler. J'ai besoin de temps pour digérer tout cela. » Carmen, pour sa part, semblait arriver à une sorte d'acceptation. « Maman, Pierre, dit-elle lentement, je crois que je comprends ce qu'ils essaient de faire. Et même si cela me fait mal de penser à la perte de l'appartement familial, je peux aussi voir la beauté de ce plan. » Sophie tendit la main à Carmen et Michel. « Mes chers enfants, vous ne perdez rien. Vous gagnez la possibilité de faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Le véritable héritage de notre famille ne se trouve pas dans les murs de cet appartement, mais dans le cœur des gens que nous pouvons aider. » Pierre, sentant qu'il était temps de combler le fossé, s'avança. « Carmen, Michel, dit-il sincèrement, je comprends que ce soit difficile pour vous, mais je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour honorer la mémoire de vos parents et l'esprit de leur générosité. Et j'aimerais que tu en fasses partie, si tu le veux bien. » Michael, toujours réticent mais commençant à céder, regarda Peter avec un mélange de curiosité et de prudence. « Qu'as-tu exactement en tête ?» C'est ainsi que, dans cette petite pièce de la résidence Jardins del Retiro, un plan a commencé à prendre forme, qui allait changer non seulement la vie de Sophie, Pierre, Carmen et Michel, mais aussi celle de beaucoup d'autres personnes dans le besoin à Madrid. En regardant ses enfants et Pierre discuter d'idées et de possibilités, Sophie a ressenti une profonde paix intérieure. Elle savait que, quoi qu'il arrive, elle avait fait le bon choix en faisant confiance à Pierre et en révélant la vérité à ses enfants. L'héritage d'amour et de générosité dont Antoine et elle avaient rêvé était sur le point de devenir une réalité, d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. La conversation s'est poursuivie pendant des heures, avec des moments de tension, d'émotion et, finalement, de compréhension mutuelle. Alors que la nuit tombait sur Madrid, quelque chose avait changé dans cette pièce. Une nouvelle histoire était sur le point de commencer. Une histoire de rédemption, de seconde chance et d'un héritage qui allait bien au-delà des murs d'un appartement de la rue Fuencarral. Les mois qui ont suivi la révélation de Sophie ont été un tourbillon d'activités et d'émotions. Pierre, Carmen et Michel, unis par un objectif commun malgré leurs différences initiales, se sont attelés à la tâche de réaliser le rêve de Sophie et d'Antoine. L'appartement de la rue Fuencarral devient le centre d'opération de leur nouveau projet. Avec l'aide d'avocats et de conseillers financiers, ils créent une fondation en l'honneur de Sophie et Antoine Mendoza. L'objectif est de fournir un logement temporaire et un soutien aux sans-abri afin de les aider à se réinsérer dans la société. Pierre, avec son expérience directe de la vie dans la rue, est devenu le cœur du projet. Sa compréhension des besoins et des défis des sans-abri s'est avérée inestimable pour concevoir des programmes efficaces. Carmen, grâce à ses compétences organisationnelles et à son réseau de contacts dans le monde des affaires, s'est chargée de la gestion et de la collecte de fonds. À sa grande surprise, elle a constaté que de nombreuses entreprises étaient prêtes à collaborer lorsqu'elles connaissaient l'histoire qui se cachait derrière le projet. Michel, le plus réticent au départ, a trouvé sa place au sein de la fondation, en s'occupant des aspects juridiques et administratifs. Son expérience d'avocat s'est avérée cruciale
pour naviguer dans les exigences juridiques et bureaucratiques complexes de la création et du fonctionnement d'une organisation à but non lucratif. L'appartement de la rue Fuencarral a été complètement transformé. Le rez-de-chaussée est devenu un centre d'accueil et de conseil, où les sans-abri pouvaient recevoir une aide immédiate, qu'il s'agisse d'un repas chaud ou de conseils juridiques. Les étages supérieurs ont été aménagés en logements temporaires, offrant un refuge sûr à ceux qui sont en train de reconstruire leur vie. Sophie, bien que de santé fragile, a trouvé une nouvelle énergie dans la réalisation de son rêve. Depuis sa chambre dans la résidence, elle recevait régulièrement des informations sur l'avancement du projet. Chaque réussite, chaque vie transformée remplit son cœur de joie et lui confirme qu'elle a pris la bonne décision. Un jour, presque un an après la grande révélation, Pierre est arrivé à la résidence avec une grande nouvelle. « Sophie, dit-il, les yeux brillants d'excitation, nous devons t'emmener voir quelque chose. » Avec l'autorisation des médecins et l'aide de Carmen et Michel, Sophie est transportée en fauteuil roulant jusqu'à la rue Fuencarral. Arrivée devant l'immeuble, Sophie ne peut retenir ses larmes. La façade du bâtiment a été entièrement rénovée. Au-dessus de la porte d'entrée, un panneau indiquait « Fundación Mendoza », un hogar, una oportunidad. Fondation Mendoza, un foyer, une opportunité. Aux fenêtres, des affiches colorées annoncent les différents programmes et services proposés. Sophie murmure « Oh mon Dieu !» submergée par l'émotion. Pierre s'agenouille à côté de son fauteuil roulant. Ce n'est que le début, Sophie. L'année dernière, nous avons aidé plus de 50 personnes à trouver un emploi et un logement permanent. Nous avons un programme de formation professionnelle, un accompagnement psychologique et même une petite clinique gratuite au rez-de-chaussée. Et Carmen d'ajouter, la fierté dans la voix. Et tout cela, c'est grâce à toi, à papa, à maman. Votre vision, votre générosité, ça change des vies. Michel, qui avait été inhabituellement silencieux, s'est approché de sa mère. « Maman, je voudrais m'excuser, dit-il d'une voix cassée. Au début, je n'ai pas compris. J'étais tellement concentré sur le matériel. Mais maintenant, je vois le véritable héritage que toi et papa vouliez laisser. C'est magnifique. » Sophie prend la main de son fils, les yeux pleins d'amour et de compréhension. « Il n'y a rien à pardonner, mon chéri. L'important, c'est que nous soyons tous ensemble maintenant. » À ce moment-là, la porte de la fondation s'est ouverte et un groupe de personnes en est sorti. Il s'agit de bénéficiaires du programme, de volontaires et de membres du personnel. Lorsqu'ils ont vu Sophie, ils se sont mis à applaudir et à crier des mots de remerciement. « Merci, Doña Sophie. Que Dieu vous bénisse. Vous avez changé ma vie. » Sophie, submergée par l'émotion, ne peut retenir ses larmes. Pierre, Carmen et Michel l'entourent, formant un cercle protecteur d'amour et de soutien. À ce moment-là, Sophie a su qu'elle avait tenu la promesse qu'elle avait faite il y a tant d'années. L'héritage de générosité et d'amour dont elle et Antoine avaient rêvé s'était non seulement réalisé, mais avait dépassé toutes ses attentes. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Madrid, baignant la rue Fuencarral d'une chaude lueur dorée, Sophie regarda autour d'elle. Ses enfants, Pierre, les personnes dont la vie avait été transformée. Dans ses yeux brillait une paix et une joie ineffables. « Antoine, se dit-elle à voix basse, nous avons réussi, mon amour. Nous avons réussi. » C'est ainsi que, dans cette rue qui a été le témoin de tant d'histoires, un nouveau chapitre s'est ouvert. Un chapitre d'espoir, de seconde chance, de vie transformée. Le petit appartement qui n'avait été que la maison d'une famille était devenu une lueur d'espoir pour toute une communauté. Pierre, qui regarde Sophie avec un profond respect et une grande affection, sait que sa vie ne sera plus jamais la même. La confiance que cette femme extraordinaire avait placée en lui avait non seulement donné un foyer et un but, mais lui avait aussi appris le véritable sens de la générosité et de l'amour inconditionnel. Carmen et Michel, pour leur part, ont découvert une nouvelle dimension dans leur relation en tant que frères et sœurs et avec leur mère. Le projet les a rapprochés d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, forgeant des liens plus forts que n'importe quel héritage matériel. Alors que la nuit tombait sur Madrid, la Fondation Mendoza brillait comme un phare d'espoir dans la rue Fuencarral. C'était un témoignage vivant qu'un acte de bonté, né de l'amour et de la gratitude, pouvait croître et se multiplier, touchant ainsi d'innombrables vies. Sophie, entourée de l'amour de sa famille,
et de la gratitude de ceux qu'elle avait aidés, à fermer les yeux avec un sourire de paix. Elle savait que, quoi qu'il arrive, son héritage perdurerait bien au-delà de son passage dans ce monde. Et dans cette certitude, il trouvait la plus douce des satisfactions.